L'échiquier international, soyez les bienvenus. 5 juillet 1962, une indépendance arrachée au prix fort. Voici par exemple le témoignage d'un combattant de l'époque, témoin de l'exultation finale en ce l'an 5 du mois de juillet 1962. L'indépendance est le meilleur souvenir qui soit. On ne pensait pas voir le drapeau algérien flotter souverainement dans le ciel. Jamais nous autres, nous pensions arriver à la liberté, mais ce combat appartient et appartiendra toujours à un seul héros, le peuple. 8 ans de lutte, donc 8 ans de lutte, 1,5 million de martyrs selon les données officielles. On va tenter de démontrer que la réalité va bien au-delà de ces données, justement, des images d'archives, de l'indépendance qui soulèvent l'émoi et quelques larmes, tellement de choses à dire au sujet de l'épopée révolutionnaire algérienne, tellement d'images, de figures et encore des anecdotes à découvrir. L'histoire s'écrit encore, on va en parler bien sûr, mais les questions également des ponts de cette génération d'hier, des Moudjahidines, avec celle d'aujourd'hui. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir, disait le grand Frantz Fanon. Ici, être algérien, finalement, après tout, ne se confondait pas avec être révolutionnaire. Trop d'idéalisme, vous me direz. Tout de même, on ne peut contredire complètement la chose. Regardez juste notre diplomatie qui défend le dossier palestinien devant le concert des nations et qui plaide pour un État palestinien. 5 juillet 1962, hier, aujourd'hui et surtout demain, thématique de l'émission du jour. À tout de suite. « 132 ans de colonisation, le peuple algérien arrache donc son indépendance. Ce sont les Moudjahidines qui l'écrivaient et le ressassaient sans cesse. Le seul héros est le peuple, tout comme les poètes de l'époque chantaient. Dans le souffle de nos martyrs, dans les larmes de nos mères, dans les rêves de notre jeunesse, nous avons tissé l'étoffe de notre liberté. » C'est donc un échiquier international un peu particulier ce soir, un peu festif, en ce 5 juillet. Et on a convié pour cela Salim Laïbi, conférencier, blogueur algérien et militant à sa manière. Salim, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre invitation et salutations à tous vos auditeurs. Alors, Salim, 5 juillet 1962, une des plus belles résultantes révolutionnaires de tous les temps. Au vu des sacrifices de la longue période, 132 ans, et surtout face à une armée française et son ingénierie militaire, et pourtant le sens de l'histoire a parlé en actant l'indépendance du peuple algérien. Salim Laïbi, déjà, quelques mots pour ce 5 juillet, en hommage au 5 juillet 1962. Il y a tellement de choses à dire, ne serait-ce En fait, c'est la démonstration de la supériorité de l'esprit humain sur la matière. Je crois que les choses sont claires. Depuis 1830 à 1962, l'armée française était parmi, déjà à l'époque à Sidi Frodj, quand elle arrive, c'est l'armée la plus puissante au monde. Et ensuite, en 62, c'est une des plus puissantes au monde. Et malgré cela, malgré les faibles moyens de l'armée algérienne, malgré l'aide précieuse des pays, de nos frères limitrophes, mais pas que, puisqu'il y a aussi, il n'y a pas que la Tunisie et le Maroc, il y a aussi l'Égypte, il y a aussi les pays européens, c'est à la Yougoslavie, avec Tito, il y a plein de gens qui nous sont venus en aide, mais on avait quand même des moyens ridicules par rapport à la puissance de frappe française de l'époque, et on la connaît avec la barbarie qui la caractérise, le napalm, l'aviation, les tanks, etc. Je parle même pas de la sauvagerie, de la torture, je parle juste des moyens techniques. Et pourtant, l'Algérie a réussi à se libérer parce que, après, on le sait, il y a des techniques de guerre qui sont indestructibles, la guérilla, tout simplement. Et on a réussi à se libérer et à battre une des armées les plus puissantes au monde, malgré une présence quand même très longue, 132 ans, c'est énorme. Certes, il n'y a pas eu que 54-62, parce que moi... On va en parler, justement. Oui. Je vous ai invité aussi pour ça, pour une chose, c'est un peu grâce à vous que j'avais à l'époque découvert, dans les années 2000, découvert un historien qui s'appelle Michel Abarth,
qui a écrit un livre qui s'appelle L'histoire d'un parjure, qui date déjà, le livre, je crois que remonte dans les années 60 ou 70, où il parle de la colonisation française, mais en donnant une version un peu inédite. Je vais lire un court extrait, si vous le permettez. Alors, les témoignages sont formels. En 1830, tous les Algériens savaient lire et écrire, compter, et la plupart des vainqueurs, ajoute la commission de 1833, avaient moins d'instruction que les vaincus, c'est-à-dire les Français. Même parfois, Selim Laïbi ignore ces faits, à savoir que l'armée coloniale, quand elle arrive en Algérie, elle découvre relativement une population instruite. Ça contredit complètement avec l'idéologie coloniale. Alors, j'insiste les gens à se procurer Histoire d'un parjure de Michel Abarth. C'est le premier parjure de l'armée française qui arrive et qui jure qu'ils ne veulent que mettre fin à l'emprise ottomane, etc., et qu'ils respecteraient tout, etc., alors que la première chose qu'ils ont réalisée, c'est de transformer les mosquées en étables à chevaux. Mais oui, ce livre est extraordinaire parce qu'il reprend les archives françaises, il reprend les courriers des échanges des soldats avec leurs familles, c'est que des archives officielles. Et concernant la culture, en fait, c'est pas très compliqué. Tout le monde sait qu'à l'époque, les enfants à 7, 8 ans, allez, 10 ans maximum, ils hafdhin sittin hizb, donc ils connaissaient les 60 parties du Coran, qui est le summum de la littérature arabe, sans oublier tout le reste. Donc la très grande majorité des Algériens étaient lettrés, savaient lire et écrire. Et d'ailleurs, il va plus loin. Il donne le nombre d'écoles qu'il y avait, de collèges, d'universités, les hôpitaux. Il donne tout, en fait. Alors, je vous laisse poursuivre. Il dit 86 écoles à Constantine, 80 écoles à Alger, 50 à Tlemcen. Alger et Constantine avaient chacune 6 à 7 collèges secondaires et Alger était doté de 10 universités. Chaque village avait son école. C'est Michel Abarth qui prend un témoignage d'un soldat de l'époque qui dit « Notre occupation, c'est le soldat qui parle, notre occupation leur porta un coup irréparable ». Finalement, c'est ce que vous disiez à l'époque, c'est une drôle de modernité qui vient avec les canons français, Salim Laïbi. C'est le chaos, on est retourné à l'âge de pierre, enfin sincèrement. Moi, il me font marrer tous ceux qui nous disent l'œuvre bienfaitrice de la colonisation parce qu'ils ont construit 3 routes et 3 chemins de fer. Mais c'est une blague. En fait, il ne faut pas oublier que, ne serait-ce qu'après la reconquête de l'Espagne, il y a des centaines de milliers d'Andalous qui se sont retrouvés au Maroc, en Algérie, en Tunisie et ailleurs. Et rien que ces Andalous-là, c'était le summum du raffinement et du savoir dans tous les domaines de la science. Avec le fameux Iriab. Tous les domaines de la science, c'est-à-dire la médecine, la musique, l'astronomie, les mathématiques, absolument tout. Donc, imaginez quand vous ramène les meilleurs scientifiques du monde entier d'un coup en quelques mois, ça fait du bien quand même à n'importe quelle société. Et ils ont effacé tout ça. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très important. Je viens de voir le fameux cinéaste de la Révolution, Stefan Labudovic, le Yougoslave, qui a été envoyé justement par Tito pour filmer de 59 à 62 la Révolution, pour contrer la propagande. Et on voit comment, je crois que c'était le Premier ministre, le chef du gouvernement de l'époque, qui expliquait que le FLN, c'était des terroristes, et que la France portait un projet de civilisation. C'est toujours la même propagande aujourd'hui avec nos frères palestiniens. C'est toujours les mêmes techniques de mensonge, de diabolisation de l'ennemi, de se faire passer soi-même pour le bienfaiteur de l'humanité. Et c'est toujours ça, c'est d'une répétition assez pathétique. Mais bon, il y en a qui croient que ça peut encore fonctionner, sauf que l'être humain, il est comme ça. L'esprit. C'est le général Diap. C'est le général, pardon, je vous coupe. C'est le général Diap qui disait que le colonialisme était un mauvais élève, voire un cancre. Il disait ça un peu avec un humour, mais finalement la métaphore est très forte.
Ah, le général Giap, bien sûr, qui est venu à Alger, qui a tenu des conférences magnifiques, notamment celle-ci, où il expliquait que, bon, il a tenu en déroute quand même l'armée française à Dien Bien Phu, ce qui a ouvert, ce qui a détruit le complexe du colonisé. D'ailleurs, il faudrait parler de Malik Ben Nabi, là aussi, hein, le complexe de colonisabilité. Donc, c'est Dien Bien Phu qui a brisé ce plafond d'acier qui faisait croire que c'était impossible de les battre. En fait, ils les ont battus parce qu'ils étaient teigneux, c'était des hommes, en fait. Et c'est extraordinaire. Le général Giap, qui, je le rappelle, a battu les plus grandes armées au monde, américaines et françaises, et sans avoir fait aucune académie militaire. Ce type était un pur génie, et pourtant, voilà, il a réussi, et ce qui est bizarre, c'est que absolument personne, ne prend ces leçons de l'histoire pour éviter parce qu'on vit quand même une période extrêmement tendue, troublée dans le monde entier, que ce soit en Ukraine, en Palestine, un peu partout. Et on a des gens, on le sent qu'il y a des gens qui veulent la guerre. Et franchement, il faut tout faire, absolument tout, pour éviter la guerre. Absolument tout. Parce que la guerre, c'est sale, hein. C'est très, très, très sale. Alors Salim Laibi, un des chantres, on est au 19e siècle, on revient au 19e siècle avec la colonisation française, un des chantres du libéralisme, peut-être le chef de file du libéralisme est un certain Tocqueville, qui a commis 2 rapports parlementaires sur la colonisation française sur l'Algérie à l'époque. Voici ce qu'il dit dans un de ses rapports. Ils savent tous lire, ils ont cette finesse et cette aptitude à comprendre qui les rend supérieurs. C'est Tocqueville qui dit ça, celui qui avait étudié donc, la démocratie en Amérique. Alors finalement, Salim Laibi, quand on étudie quand on étudie l'histoire de France, la France est venue aussi avec 2 choses. C'est ça qui la motive pour la colonisation de l'Algérie. À la fois la dette contractée autour du blé, alourdie d'ailleurs par la famille juive Bouchnak Bakri. Il faudrait toute une émission pour parler de cette fameuse famille. Et également pour une autre raison, il serait venu pour s'accaparer le trésor de la Casbah. Il y a Feu Pierre Péan qui a écrit un livre sur ça. Finalement, Salim Laibi, c'est pas exagéré de dire que l'épopée coloniale se confond avec une sorte d'entreprise de piraterie, puisqu'on vient pour juste de l'argent finalement. Mais c'est pire que ça, parce que les corsaires, ils étaient quand même, c'était un jeu diplomatique qui était quand même dirigé par la Sublime Porte, par le Dey, par Istanbul. C'était des jeux de contrôle d'une zone maritime avec fallait payer des douanes, quoi. Mais là, c'est pire que ça, parce que c'est Charles X qui veut se faire élire et qui va piller l'argent le trésor de la régence d'Alger, qui était d'ailleurs, on connaît exactement le nombre de tonnes d'or et d'argent qu'il y avait, le nombre de diamants, de rubis, les tapisseries, les kérékos, tout, on a tout. Parce qu'en fait, ça passait par la maison cellière, hein, l'armateur. J'allais dire l'armurier en parlant de guerre, justement. L'armateur, donc c'était des Bordelais, si ma mémoire, ou des Nantais, si ma mémoire est bonne. Et il passait par où pour piller l'argent? Il passait par Nice, qui était à l'époque italienne, pour ne pas passer par le trésor public français, pour ne pas donner l'or du pillage, pour que Charles X, qui était, je crois, à l'époque en Angleterre, parce qu'ils s'entretuaient tous, hein, c'était le début de la République, c'était très fragile, tout ça. Et donc c'est d'une grande laideur. Alors l'œuvre civilisatrice, c'était juste du pillage, c'était de la piraterie, et il volait son propre trésor public, en fait. Donc il voulait garder l'argent pour lui. Donc c'est encore une fois, et ça c'est Pierre Péan, c'est Membas sur Alger. Pierre Péan, c'est un des plus grands journalistes français, et le titre du livre, c'est Membas sur Alger. C'est encore une fois, c'est pas des arabo-musulmans, des Africains, des Algériens ou je ne sais qui d'autre, qui écrivent des livres à la gloire de leurs ancêtres, pas du tout. D'ailleurs, ce genre de livres ne peuvent être réalisés que par des Français, parce qu'ils ont accès aux archives, ils ont accès à leur histoire. Il suffit juste d'être de bonne foi et rechercher la vérité, c'est tout. Comme le fait René Vauthier dans tout son travail extraordinairement courageux
et qui reprend exactement les mêmes conclusions, les mêmes chiffres que Michel Abarth. Alors, des milliers de villageois avaient ainsi été massacrés à cause de la colonisation, comme l'atteste, vous en avez parlé, les enfumades du Dahra, entre autres, hein, l'Arwat aussi, on a utilisé pour la première fois des armes chimiques. Les Algériens donc résisté et ont tenté de survivre difficilement à ce sinistre projet génocidaire pour le faire finalement avorter en l'an 5 juillet 1962. Et comment ne pas rendre hommage à cette figure du début de la colonisation, le grand émir Abdelkader El-Jazairi. Vous voulez, je sais, vous avez une attache particulière pour cette grande figure, moi aussi également. Comment présenter ce grand personnage, cette grande figure lui-même qui s'exile, mais finalement quand il s'exile, mais comme le disait Boualem Bessaïah, qui avait écrit un livre sur l'émir Abdelkader, qui avait dit « vaincu mais triomphant », c'est-à-dire c'est vrai qu'il s'exile, mais c'est là où sa gloire s'agrandit, c'est là où il gagne finalement contre les Français. Mais complètement. Ben, c'est le premier parjure. C'est le premier parjure, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, puisqu'à chaque fois, quand il signait des accords de paix avec l'émir, il les piétinait. Hein. D'ailleurs, on les voit aujourd'hui encore se parjurer à l'Assemblée, hein, les politiciens en France, c'est dramatique. Mais l'émir Abdelkader, c'est qui? L'émir Abdelkader, c'est pas un être humain pour moi, enfin, façon de parler, bien sûr que c'est un être humain, mais c'est un monstre, c'est un énorme membre de l'humanité, c'est un phénomène. D'ailleurs, enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a une ville aux États-Unis qui porte son nom quand même, c'est pas rien. Et si ce n'était que ça, c'est le créateur de la Convention de Genève pour les prisonniers. Ce monsieur est quelqu'un de phénoménal. Il est d'un savoir énorme. C'est un poète, c'est un grand religieux, c'est un grand guerrier, c'est un très très bon cavalier. Même le traitement sur les prisonniers français, quand il y avait sa garde qui lui apportait des prisonniers, dites-nous quelques mots, comment il est traité, comment il interlisait. C'est simple, c'est très connu. Hein. Il lui ramenait des soldats français en bonne santé, bien traités, il leur donnait des sous. Si il lui ramenait des soldats maltraités, il leur faisait subir la falaqa, hein, ses propres soldats, dans une guerre d'une violence inouïe, où il ne respectait rien. Alors, on est bien d'accord. Hein. L'ennemi ne respectait rien. Les enfumades, les emmurades, il tuait femmes et enfants, il brûlait le bétail. Je rappelle quand même que Michel Abarth l'explique très bien, qu'il y a des courriers de commandants, de hauts gradés français à l'époque, qui expliquaient que il y avait tellement le territoire à perte de vue était arboré, c'est-à-dire il y avait des arbres fruitiers, qu'il lui fallait des mois pour tout couper. Parce qu'on leur ordonnait, la terre brûlée, il fallait tout couper pour affamer les populations. Donc l'Algérie entière était plantée. Il y avait des arbres de toutes sortes. Il y avait tous les fruits et les légumes imaginables. Comme à la Mitidja, par exemple. Comment ? À la Mitidja, par exemple, il y avait des rapports parlementaires qui disaient que c'est une agriculture complexe et que même si on détruisait au jour le jour, il en resterait tellement pour le lendemain que ça serait une richesse à perte de vue. Mais il n'y a pas que la Mitidja, toute l'Oranie, l'Est, c'était tout planté de partout. Donc ça, c'est ce qui explique Michel Abarth. Hein. C'est des courriers des soldats français qui écrivent à leurs parents, qui écrivent à leurs supérieurs hiérarchiques, etc. Donc, c'est d'une sauvagerie inouïe. C'est avec ça que l'émir Abdelkader va traiter. Et pourtant, il ne déviera jamais de sa religion et de sa foi. On ne tue pas un prisonnier, on ne maltraite pas un prisonnier, point à la ligne. C'est comme ça. Donc, pourquoi ? Parce que ces convictions spirituelles sont supérieures à n'importe quelle contingence terrestre matérielle. Lui, il préfère gagner la guerre avec dignité ou plutôt perdre la guerre avec dignité que gagner avec... Que la gagner en massacrant tout le monde, en piétinant sa foi. La fin ne justifie pas les moyens. La fin, c'est exactement ça. D'ailleurs, in fine, lui, il a tout gagné, puisque c'est un homme
qui a mérité une exposition au Mucem pendant plusieurs mois à Marseille il y a 2 ans, 2-3 ans si ma mémoire est bonne, et il est vénéré dans le monde entier. Il a sauvé 5000 chrétiens en Syrie à cause des magouilles justement de la France, avec les Druzes, etc. à l'époque. Et c'est lui qui a sauvé plus de 5000, alors qu'il n'est pas chez lui. Certes, il avait sa garde rapprochée qui lui a permis, c'est des guerriers en plus, ça rigole pas trop, donc ça lui a permis de les protéger, mais ça c'est un acte qui lui a valu l'amitié de beaucoup de gens dans le monde entier. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il a résisté 17 ans contre l'armée la plus puissante. Alors certains lui reprochent comment on appelle ça? Il s'est rendu. Mais pourquoi il s'est rendu? Après 15 ans. Il a perdu la guerre, c'est tout. Après 15 ans. Il a perdu la guerre. Il n'y a aucun règlement qui vous dit d'aller massacrer toute votre smala, tous les civils, et pour rien, ni même les soldats, pour rien. Autant reculer pour mieux sauter, pour se préparer. D'ailleurs, in fine, l'Algérie s'en est bien sortie. Il y a eu d'autres révoltes. Et in fine, le FLN a réussi les résistants de 54 ont réussi à libérer le pays, dans tous les cas. Mais bon, l'émir Abdelkader, ça reste quand même quelqu'un d'exceptionnel. Il faut lire ses écrits. Il est resté... Alors là encore, l'autre parjure, c'est qu'on lui a dit qu'il partait directement sur Alexandrie. Il est resté 5 ans en France, emprisonné, dans des conditions catastrophiques, où il a perdu de nombreux membres de sa famille à cause des conditions d'emprisonnement. Que ce soit à Toulon, très peu de temps, à Pau, dans une... Vous savez, c'est des trucs en pierre humide oui. Avec des hivers extrêmement rudes. Ça allait beaucoup mieux à Amboise, où d'ailleurs il s'est lié d'amitié avec tout le monde là-bas. Ouais. Il était vénéré par la population locale. Ça, il faut le savoir. J'ai visité toutes les tombes de sa famille partout où ils sont passés. C'est pour vous dire qu'il y en a beaucoup qui mouraient à cause des conditions. Et ensuite, il se retrouve à Brousse, où il y a eu le tremblement de terre, puis il finit à Damas, au bout de 5 ans. 5 ans d'emprisonnement. C'est un parjure assez spectaculaire quand même. Alors, on lui dit, c'est bon, on va te laisser partir à Alexandrie. Non, il s'est retrouvé à Toulon. Alors, je voudrais compter. Merci beaucoup, Salim Laibi, pour ce rappel de qui était vraiment la figure de l'émir Abdelkader, gigantesque, hein, même le mot est faible. Mais je voudrais qu'on termine avec un peu de poésie, si vous voulez bien. L'Algérie, dans ses épreuves, c'est un émerveillement. En son sein ne dura point un malheur voulu aux gens. Si une difficulté y apparaissait ou une oppression s'y déclarait, une facilité du miséricordieux s'en suivra. C'est une qasida qui date du XVe siècle. C'est une qasida où on évoque le mot Algérie. C'est pour dire que le mot Algérie n'a pas été inventé par la France et que le mot Algérie existait déjà au XVIe et XVe siècle. Salim Laibi, rapidement s'il vous plaît. Mais bien sûr, mais c'est toujours pareil, c'est la propagande qui veut nous faire croire que la France a tout créé. Presque, on devrait la remercier pour l'oxygène qu'on respire. Enfin, tout ceci est d'un grand ridicule. Dzaïr, quand même, le DZ vient de Dzaïr, on sait ce que ça veut dire, il suffit de lire l'histoire. Maintenant, bon, il y a des gens qui sont toujours dans leur petit délire de supériorité raciale, de couleur, de peau. Donc, c'est eux les meilleurs, c'est eux les plus beaux. Pourquoi pas? C'est leur problème. Moi, je ne suis pas dans ce délire. Moi, je suis pour une égalité des races et des espèces et des tribus de la planète entière, point. Voilà. Merci Salim Laibi. Le sujet, bien entendu, inépuisable. On a voulu, à notre manière, rendre hommage à l'indépendance de l'Algérie en remettant quelques idées à l'endroit avec Salim Laibi. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, l'édition de l'information arabophone. Et quant à moi, je vous retrouve demain. En attendant, bonne soirée.